Bonjour tout le monde, pour cette émission mensuelle, je suis avec Guillaume, qui est le responsable de la rubrique Économie de frustration. On va parler un peu de la situation sociale et politique au sens très large en ce début d'année 2024. Donc un peu le premier truc dont je voulais qu'on parle, Guillaume, c'est cette histoire de remaniement. Il y a quelque chose qui est assez intéressant sur la façon dont ce nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, est amené et tout le récit médiatique qui l'accompagne. Et je pense qu'on peut un petit peu décrypter ça ensemble avant de passer à la suite qui sera comment on y fait face. Pour commencer, ce que je voulais te demander un peu, Guillaume, c'est comment toi tu l'as ressenti, cette histoire de remaniement. Ce qui m'a le plus ennuyé, une fois de plus, c'est l'écart hyper important entre l'importance que donnent les médias à ce sujet et l'importance que va à juste titre lui donner la population. Je pense que globalement, les Français s'en tapent un peu, que ce soit Gabriel Attal ou un autre, savent bien que la politique va rester la même. On ne sait même pas quels sont les ministres d'avant ce remaniement, on ne connaît pour la plupart pas leur nom, et on sait bien que de toute manière la politique va rester la même. Donc voilà. Après, ce qui était intéressant à observer, une fois de plus aussi, c'était à quel point la propagande médiatique, la veille de la nomination officielle de Gabriel Attal, a crédibilisé, ou a tenté de le faire en tous les cas, sa présence en tant que futur Premier ministre, avec un matraquage sur une journée, nous montrant à quel point c'était quelqu'un d'extraordinaire, avec des tas de qualificatifs qui avaient déjà été donnés à Emmanuel Macron en 2016 pour préparer sa campagne. On a vu exactement la même manœuvre, et donc les liens d'intérêt très forts entre les médias et le président de la République directement, pour propulser sa désignation. C'est vrai qu'il y avait un côté hyper servile dans cette espèce de campagne. Particulièrement, en fait, moi je me suis dit, on voit que les médias ils coopèrent au dispositif, puisque comme tu disais, la veille, ils commencent à en parler, en disant il y a des rumeurs comme quoi ce serait Gabriel Attal, et déjà, bam, ils nous balançaient sa biographie, et notamment, ils nous ont balancé sa prof de collège ou de lycée. Oui. En tant que prof, on ne peut pas se souvenir de tous ses élèves. Vous vous souvenez vraiment de lui ? Oui, on se souvient quand même de certains élèves. Et pourquoi lui alors ? Lui et d'autres, parce que, je dirais, il sortait du lot. Qui aurait été sa prof préférée, et sa prof préférée, elle a vraiment fait tous les plateaux. En fait, tu l'as retrouvée sur toutes les chaînes d'infos, et elle déroulait toujours la même chose, à savoir, c'était déjà un garçon exceptionnel, très brillant, etc. Ce terme de brillant à propos de Gabriel Attal, ça m'a vraiment titillé, parce que je me suis dit, en fait, c'est le seul argument qu'ils ont, c'est nous dire que c'est un type brillant. Et c'est finalement un argument c'est un qualificatif que les bourgeois se donnent beaucoup entre eux. C'est de dire, voilà, on est des gens brillants, on brille. Donc en fait, c'est important d'avoir quelqu'un comme lui, il va nous tirer d'affaire. Et pourtant, Gabriel Attal, il n'incarne pas la moindre position politique. Donc en fait, tout est basé sur une espèce de qualité personnelle c'est quelqu'un qui est jeune et qui a eu une ascension fulgurante. Alors le terme ascension fulgurante aussi est revenu tout le temps, et c'était exactement le même terme employé pour Macron en 2016, parce qu'aussi c'était quelqu'un qui était un des plus jeunes ministres, qui s'était élevé très rapidement, et leur parcours est vraiment le même. Ils ont vraiment fait... alors celui d'Attal est encore plus caricatural que celui de Macron. Gabriel Attal, il a été scolarisé à l'école alsacienne. L'école alsacienne, c'est une institution, alors c'est intéressant, qui, comme Sciences Po Paris, a été créée après la Commune de Paris, qui a quand même été une guerre civile et une tentative révolutionnaire en 1871, où en fait les élites bourgeoises ont tenté de se reconstruire une légitimité après ça, et pour ça ils ont construit des institutions notamment scolaires. Et l'école alsacienne apparaît à ce moment-là, et c'est sélectif, c'est payant, on n'y entre pas comme ça, et c'est pour ça que les bourgeois y envoient leurs enfants, c'est qu'ils savent qu'en envoyant leurs enfants dans ce genre d'établissement, ils deviendront des gens brillants, entre guillemets. Donc lui, il a évolué là-dedans, et c'est vraiment une usine à gens qui vont se sentir puissants et dont on dira qu'ils ont eu une ascension fulgurante, mais c'est écrit depuis la maternelle. En fait, c'est ça que je trouve mensonger dans ce genre de récit. Alors justement, sur cette ascension fulgurante, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça dans les unes des médias, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se situent en fait en spectateurs d'une ascension soi-disant fulgurante qu'ils ont eux-mêmes créée. Voilà, puisqu'on sait très bien que comme Emmanuel Macron à l'époque, s'il n'y a pas toutes ces unes de médias, notamment sur Paris Match, etc., des journaux à très grand tirage, ou alors dans les médias télévisés, s'il n'y a pas tout ce matraquage-là, il n'y a pas non plus cette ascension. Or, la spécificité un petit peu de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron avant lui, par rapport à cette ascension peut-être plus rapide effectivement d'autres, c'est ça, c'est les moyens financiers considérables qu'il y a derrière leur carrière, la vitesse à laquelle ils ont pu organiser leur réseau, et un soutien médiatique très puissant. Donc ils n'ont pas eu besoin de passer par le parcours habituel des anciens
hommes politiques et des anciennes femmes politiques qui progressaient dans un parti, avaient des mandats locaux, devenaient petit à petit peut-être députés, peut-être sénateurs, et après pouvaient envisager d'être ministres. Voilà, là on est dans quelque chose qui est plus rapide, financé, soutenu médiatiquement, et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc derrière la fulgurance, il y a une organisation, c'est pas les qualités, encore une fois, de Gabriel Attal qui ont lui permis cette ascension rapide. Et quand sa prof, elle dit, bah oui, il était exceptionnel, parce que je pense qu'elle dit ça de tous ses élèves en réalité. Il dit fulgurant, alors qu'en fait, c'est prévu depuis très longtemps, c'est construit comme ça depuis leur enfance. En fait, c'est parfaitement banal. Donc en fait, quand on nous dit fulgurant ou quand on nous dit brillant, on veut laisser entendre exceptionnel derrière, alors que quand on regarde son parcours, il est absolument classique, puisqu'ensuite il est à Sciences Po Paris, donc pareil, une grosse institution d'enseignement supérieur d'exception, qui est massivement composée d'étudiants d'origine aisée et très aisée, et dans lequel on apprend à évoluer dans ce monde-là, à s'y construire un réseau, à s'y sentir légitime. Et donc forcément, on y apprend à briller, et briller au sens de dégager les qualités de classe qui sont requises pour faire partie de la bourgeoisie. Donc en fait, un parcours, et c'était pareil pour Macron, je me souviens déjà à l'époque, on avait fait des articles là-dessus. Ce qui était fou avec Macron, c'est qu'on nous présentait ce personnage comme un outsider, quelqu'un qui avait disrupté tout, alors qu'il avait eu un parcours extrêmement classique. En fait, c'est des gens hyper scolaires, c'est les gens les plus scolaires qu'on peut avoir. C'est les premiers de la classe qui parviennent à leur destin social de premiers de la classe, pas parce qu'ils sont supérieurs à nous autres, ça c'est vraiment important de se le dire, et la frustration, on a de cesse de le dire. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Les enfants de bourgeois n'échouent jamais scolairement. Tout est fait pour que ça soit impossible. Moi, c'est ça qui m'a frappé sur cette histoire racontée sur Gabriel Attal et les mythes que ça porte, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis sur le caractère faussement brillant de Gabriel Attal et d'autres, moi, un truc qui me choque, mais c'est à chaque fois la même chose, c'est qu'à la fois on met en avant le caractère brillant d'un Attal, d'un Macron, etc., mais à aucun moment, les médias, par exemple, ne se posent la question de la compétence de tous ces ministres dans le domaine qui leur est donné, qui leur est attribué en tant que ministre. Donc on nous dit que Attal est brillant, on ne s'est jamais posé la question est-ce qu'il avait la compétence pour être ministre de l'Éducation précédemment. Là, dans ce nouveau gouvernement, Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, elle a été, je crois, directrice marketing il y a 30 ans, sinon elle a croûté de la vie politique toute sa vie, elle n'a jamais eu de vrai métier. Qu'est-ce qu'elle y connaît au droit du travail? Rien, comme ses prédécesseurs, donc elle va continuer à le liquider sans même savoir ce que c'est. On remarque par contre que concernant Rachida Dati, en tout cas j'ai remarqué, c'est la seule à qui on fait ce procès de manque de compétences sur la culture. Alors là, les médias se déchaînent, c'est un coup politique, alors qu'elle n'y connaît absolument rien à la culture. C'est vrai. Je ne sais pas trop pourquoi elle y connaîtrait moins à la culture que les autres... que ses autres prédécesseurs. Donc je trouve qu'il y a un vrai problème qui peut être assez choquant pour la population, qui nous dit à la fois on nous intimide avec des gens qui ont fait des grandes écoles, censés être très brillants, etc. Et puis on voit qu'on peut passer d'un ministère à l'autre, de l'agriculture à l'économie, à la culture, etc., sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et sur des sujets qui sont fondamentaux. Bruno Le Maire, ministre de l'économie depuis des années déjà pendant le précédent mandat, qui n'y connaît rien au sujet, et ça se voit dans ses interventions, ça se voit sur le fond. Oui, Bruno Le Maire qui est souvent décrit comme un type brillant aussi, ils n'arrêtent pas de dire ça, alors que ses raisonnements économiques sont toujours complètement fallacieux, et il n'arrête pas de se tromper en permanence. C'est quand même quelqu'un qui annonce tous les mois que l'inflation s'est terminée, en se basant sur sa petite analyse macroéconomique, et tous les mois c'est faux, et pour autant on continue de dire que c'est un type brillant. Donc en fait aussi c'est ça, leur caractère brillant et leurs compétences, c'est jamais quelque chose qui est interrogé. Ça veut dire que les médias bourgeois font pas ce taf-là, parce qu'eux ils ont une sorte d'admiration sans borne, etc. Et puis eux, entre eux, évidemment, ils se le font pas, parce qu'en fait je pense qu'ils couvrent un peu mutuellement leur médiocrité quelque part. J'en viens un peu à la question suivante qu'on va tous se poser, c'est-à-dire on a des gens assez nuls au pouvoir, qui nous font croire à leurs propres compétences, et je pense que les gens vont y croire de moins en moins. Mais du coup, cette année, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour les faire chuter? Et je sais que toi, tu avais une petite idée sur la question. Ouais, alors déjà, essayer de ne pas tomber dans les pièges qui vont nous être tendus par le gouvernement et par les médias, notamment les élections européennes qui vont arriver. On sait très bien que dès qu'il y a des élections, on ne parle plus que de ça. Les médias adorent ça, le gouvernement aime bien aussi, ça lui permet de rendre un peu plus obscur des tas d'autres choses, notamment des lois de régression sociale qui peuvent faire passer. Et on sait qu'il y en a qui sont prévues pour cette année. Donc ne pas tomber dans ce piège-là, s'intéresser à minima à ces élections européennes. Vaut mieux s'en détourner et se concentrer sur l'essentiel. Qui est essayer de bloquer, de faire échouer Gabriel Attal,
Et pour ça, le moyen le plus efficace, qui a toujours fonctionné dans l'histoire, c'est de faire en sorte que le gouvernement craigne une mobilisation sociale, que cette mobilisation sociale puisse créer du risque sur lui, et donc qu'il ait quelque chose à perdre. Ouais. Voilà. S'il n'a rien à perdre, il n'y a pas de raison. Et oui, on en est toujours là. Ça sert à rien de s'indigner, d'essayer de les ramener à la raison. Je pense qu'on a bien démontré que c'était pas des gens qu'on pouvait ramener à la raison, parce qu'ils ont une raison, mais c'est une raison de classe. Donc nos motifs à nous, le taux de pauvreté qui explose, beaucoup plus d'enfants qui dorment dans la rue, l'inflation qui prend tout le monde à la gorge, ça ne les fera pas affaiblir. Eux, ils ont un programme à appliquer. Donc effectivement, la seule solution, c'est de les stopper. Et pour ça, tu dis, il faut qu'ils aient peur de nous. Mais en même temps, y a ce truc de, on a quand même un petit échec derrière nous, la mobilisation contre la réforme des retraites. On n'a jamais eu autant de monde dans les rues de France, et pour autant, on n'a pas réussi à les stopper. Donc ça, c'est ce qu'on nous répond aussi souvent quand on a ce genre de discours. C'est, du coup, vous proposez quoi? Puisque la dernière fois, ça n'a pas fonctionné, malgré cette énorme mobilisation collective, cette popularité extrême de ce mouvement-là. Après avoir tenté ça, qu'est-ce qui nous reste? Oui, effectivement, on voit que le fait de se mobiliser en nombre n'a plus aucun impact sur le gouvernement. Pour une raison simple, c'est que les gouvernements aujourd'hui, ça les indiffère d'être populaires ou pas. Donc, il y a beau y avoir des millions de personnes dans la rue, il y a beau avoir des tas de sondages d'opinion qui démontrent qu'ils détestent le gouvernement. En réalité, ça les indiffère. Ils sont dans un jeu purement électoraliste dans lequel il y a de moins en moins de gens qui votent. Et le but est d'être face au Front National, au Rassemblement National, qui est son nom actuel, au deuxième tour. C'est ça le principal. Donc, et d'être sûr de passer s'ils sont face à eux, voilà. Parce qu'il y aura le barrage. C'est bien d'être nombreux dans la rue parce que déjà, c'est bien de sentir qu'on a une force collective. C'est important. C'est pas rien. Faut pas du tout dénigrer ça. Donc, il faut continuer à le faire, mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est ça qui va suffire et être surpris ou faussement surpris que c'est bizarre, on était 3 millions dans la rue et le gouvernement n'a pas bougé. Ouais. Il ne bouge que s'il a quelque chose à perdre ou s'il craint quelque chose. Ouais. C'est comme dans une entreprise. Un patron d'entreprise ne va bouger sur une augmentation de salaire, sur finalement ne pas licencier les gens qui voulaient licencier, etc., que si il a quelque chose à perdre. Donc dans une entreprise, faire une grève dans l'entreprise, ça fait que pendant un temps, le niveau de profit généré par les travailleurs diminue, voire s'arrête. Et ça, c'est un gros problème pour l'employeur de l'entreprise. Et donc là, il peut bouger. J'en déduis que tu ne crois pas au dialogue social, Guillaume. Non, effectivement, pas vraiment. Ça mange pas de pain de discuter, mais c'est pas ça qui permet d'aboutir. Aujourd'hui, on a un droit du travail qui est organisé autour de cette idée de dialogue et de négociation. Parce que, évidemment, ceux qui ont fait ces lois-là, qui ont amené le droit du travail à ce qu'il est aujourd'hui, savent très bien que entre les salariés et les employeurs, il y a un rapport de subordination qui fait qu'on n'est pas du tout dans un équilibre, dans une relation d'égalité. Et donc, si on discute, le simple fait de discuter, ça va aboutir toujours à ce que la décision patronale soit celle qui préside. Donc, du coup, ce qui a déjà été fait, et c'est pour ça que les échecs des années passées sont aussi des enseignements parce qu'il y a eu beaucoup de réussites. C'est les réussites des grèves, justement, qu'il y a eu en grand nombre à partir de 2022, que ce soit des grèves pour essayer d'obtenir des augmentations de salaire pour compenser l'inflation, on pense notamment aux raffineries de Total, les grèves chez Verbaudet qui ont permis d'obtenir des augmentations de salaire, etc. Donc ça fonctionne. La grève fonctionne, et là, on a une occasion, peut-être cette année, c'est le temps qu'on a jusqu'aux Jeux Olympiques de cet été, où là, on sait que le gouvernement, il craint qu'il ne puisse pas organiser ces Jeux Olympiques correctement. Donc, c'est bien qu'il y a des craintes de ce point de vue-là du gouvernement. Certains éléments le démontrent, notamment, il y a une réforme de la RATP avec une ouverture à la concurrence, dont l'application a été allongée dans le temps pour qu'elle n'arrive pas pendant les JO, par crainte de blocage des transports et de grève pendant les JO pour s'opposer à cette réforme. Donc ça les fait flipper. Donc on sent que ça les fait flipper. Pendant la réforme des retraites et la mobilisation, il y a eu des manifestants qui ont été au siège de l'organisme qui organise les Jeux Olympiques, avec le mot d'ordre pas de retrait du projet de loi sur les retraites, pas de JO. Oui, c'est vrai. Donc ça a déjà commencé. Et là, on a typiquement un sujet où on peut créer un risque. Ça peut être intéressant d'organiser des grèves à ce moment-là, même en amont. En amont,
en prenant le fait que si le gouvernement ne bouge pas sur un certain nombre de sujets, il y aura des grèves massives à ce moment-là. Et s'il a bougé, elles n'auront pas lieu. Et ça, je pense que la population peut se retrouver dans une telle démarche, parce qu'en fait, les Jeux Olympiques ne profitent pas tellement à la population elle-même. Oui, toi, t'es pas trop en train de dire que ça va être une super fête populaire comme le disent les membres du gouvernement, quoi. C'est pas ton... Tu vas pas kiffer devant ta télé. Voilà, ceux qui disent il faudrait pas gâcher la fête. Bon, la fête de qui? Bon, parce que déjà, pour pouvoir se payer des places pour aller voir des compétitions sportives, c'est tellement cher que seuls les bourgeois peuvent y aller. La population qui habite dans les villes où va y avoir ces compétitions, pour la plupart, n'a pas les moyens d'y aller. En plus, les étudiants sont délogés, les SDF sont dégagés, les bouquinistes sont dégagés. Bref, toute la vie va être organisée pour les bourgeois qui vont pouvoir assister à ces épreuves au détriment de la population. On va se retrouver avec un contrôle des déplacements un peu comme pendant le Covid, donc avec des mesures en plus liberticides. Donc globalement, les Français n'ont pas grand-chose à gagner à ce que cette compétition se fasse dans notre pays plutôt qu'ailleurs. La plupart la regarderont sur leur écran. Moi, j'entends ce que tu dis au sujet des grandes grèves. Je pense qu'effectivement, ça peut concerner pas mal de secteurs, mais essentiellement situés en Île-de-France. Mais du coup, pour les gens qui ne peuvent pas faire grève ou dont la grève n'aurait pas d'impact sur cet événement qui est quand même particulier, parce que du coup, c'est pas un projet de loi, c'est un grand raout. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut contribuer à finalement empêcher les Jeux Olympiques, parce que c'est ça que tu proposes, quand on ne peut pas faire ça? Effectivement, certains peuvent vouloir agir, essayer d'être utile à un mouvement assez général, sans pour autant avoir capacité à arrêter leur travail et à bloquer un petit peu cette organisation des JO, les transports, etc. On a quand même des exemples par le passé d'actions qui ont pu être efficaces en dehors des entreprises. On pense évidemment aux Gilets jaunes, qui ont réussi à créer un grand risque pour le pouvoir par leur mobilisation. C'était pas par les grèves, c'était par la mobilisation pour le coup. Pourquoi ? Parce que ces mobilisations, elles sortaient des parcours autorisés. Et il y avait des vraies craintes du gouvernement que tous les débordements se poursuivent. Ça a été même très loin, puisque il y a eu la journée du 1er décembre, par exemple, où des milliers de gilets jaunes auraient pu entrer dans l'Élysée, qui était très peu gardé. Ils ne l'ont pas fait, mais là, il y a eu des vraies craintes du pouvoir. Dans la journée qui a suivi, la semaine d'après, la journée du samedi 8 décembre, il y avait carrément un hélicoptère qui était affrété pour Emmanuel Macron. Donc c'est pour se rappeler jusqu'où ça a été. C'est important de le redire. C'était quand même des temps... C'était pas rien. C'était pas rien, c'est il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire que ça a été possible de les faire vraiment flipper. Ils ont vraiment craint quelque chose. Et donc cette crainte-là, elle peut se reproduire sous une forme ou sous une autre. Après, je pense qu'il faut laisser la spontanéité de la population. C'était aussi la force du mouvement des Gilets jaunes, qui n'était pas organisé, coordonné par des syndicats, des institutions, des organisations. Et cette spontanéité, elle a permis aussi une convivialité, elle a permis aux gens de prendre du plaisir dans la mobilisation collective. Et ça, si ça pouvait se reproduire, en lien avec également les grèves dont on parlait, au moment des JO et dans les mois qui précèdent, on pourrait avoir vraiment une évolution de la politique du gouvernement qu'on pourrait baser sur des revendications claires, qui seraient des revendications, à minima, de retrait de la loi sur les retraites, de retrait de la loi immigration, pour pas trop s'embarquer dans des débats programmatiques, des querelles de chapelle, etc. Dire déjà, retirer ces lois-là, ça peut créer un consensus global dans la population, et ce serait déjà un point d'appui considérable pour la suite, d'avoir fait reculer Macron. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à le faire reculer. Seuls les Gilets jaunes avaient obtenu quelques concessions grâce à leur mobilisation. Alors après, dans cette spontanéité de la population, il peut se passer beaucoup de choses. Au Chili, dans la mobilisation entre 2019 et 2021, il y avait eu beaucoup de fraude au transport, par exemple, ne pas payer les tickets de métro, etc. Alors tu incites pas, mais c'est une idée que tu rappelles. Non, voilà, je rappelle ce qui a pu se passer par le passé. C'est bien après, chacun fera comme il le souhaite. On peut penser aussi à ce qui a été fait dans l'histoire, notamment par Saul Alinsky à Chicago dans les années 60, avec des méthodes de mobilisation assez novatrices. Par exemple, le blocage des aéroports en bloquant les toilettes
avec des militants qui restaient aux toilettes pendant des durées indéterminées. Et du coup, évidemment, ça crée un chaos dans les aéroports. Et en période de Jeux Olympiques, où il y a beaucoup de touristes qui vont arriver, ça peut aussi être une méthode intéressante. Voilà, c'est juste pour donner quelques idées de ce qui est possible. On pourrait imaginer que s'il y avait beaucoup de monde qui se pointait à Roissy le même jour, qui utilisait les toilettes et tous les services et qui créerait des chaos dans cet immense aéroport, ça pourrait vraiment un peu ralentir les choses. Voilà. Ça, donc, on verra ce qui se passera. Évidemment, impossible de prédire ce qui va arriver. On ne va pas non plus donner des leçons disant il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas du tout l'objet. Mais en tous les cas, si ça se passait, ça voudrait dire qu'on a vraiment une avancée à la suite des Gilets jaunes, à la suite des mobilisations l'année dernière, parce que au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On parlait des grèves, il y a eu des blocages d'autoroutes, il y a eu des coupages d'électricité, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. On voit que les mouvements Gilets jaunes et des retraites et contre la réforme des retraites ont infusé les uns les autres. Et tout ça peut continuer à avancer, ça peut donner des perspectives assez optimistes pour le coup, pour l'avenir. Et si cette année, ça aboutit sous une forme ou sous une autre pendant les JO, ce sera une victoire importante qui en appellera, à mon avis, beaucoup d'autres. Merci Guillaume pour ces perspectives politiques et sociales pour cette année. Ça donne pas mal d'idées de trucs à faire d'ici cet été. Mais ce qu'on tient à dire aussi, c'est que la lutte des classes, elle ne se joue pas uniquement sur des grandes actions, des grands événements politiques et sociaux. Ce qui fait la lutte des classes, c'est aussi comment les forces sociales évoluent. Et parmi ces forces sociales, il y a des individus, il y a des familles, il y a des groupes de collègues. Et donc ça veut dire que ce qu'on fait dans notre action quotidienne pour s'entraider entre collègues, pour tenir tête à un chef, pour s'entraider au sein d'une famille, entre voisins, toutes ces petites actions en fait mettent en échec en permanence les lois impitoyables du capitalisme qu'on aimerait nous imposer. Et donc il faut aussi se souvenir que même quand on ne peut pas participer à des grandes mobilisations, qu'on ne peut pas militer, qu'on ne peut pas sortir des drapeaux pour tout un tas de raisons qui nous sont propres, il y a d'autres façons de lutter contre ce monde injuste. Et voilà, on sait que vous êtes très nombreux à le faire déjà. Et moi, j'aime bien le rappeler pour se dire que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la partie n'est pas jouée d'avance. Il n'y a pas une année sans qu'il se passe des choses qui déstabilisent les forces dominantes. Et c'est aussi vrai à l'échelle d'un pays, c'est aussi vrai à l'échelle du monde qu'à l'échelle de nos entreprises, de nos quartiers, de nos villes. Et voilà, nous on appelle évidemment à amplifier ce mouvement-là et on vous souhaite beaucoup de force pour cette année avec toute l'équipe de Frustration et nous, on va continuer à faire ce travail-là.